Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ces dernières années, on parle souvent des créatures, Bigfoot, Dogman, ceux qui rôdent dans nos forêts, mais nous parlons rarement des personnes qui les trappent. 9 d'entre eux ont un point en commun, des chercheurs sérieux, méthodiques, parfois issus du renseignement, de l'ingénierie ou de la biologie de terrain. Et pour chacun, ou presque, l'enquête s'est arrêtée d'un coup. Mort soudaine pour plusieurs, dossier disparu pour beaucoup, archives saisies et un fil qui les relie tous. Scott Carpenter n'est pas n'importe qui. C'est un ancien de l'US Air Force, diplômé en informatique, administrateur système pour une entreprise de développement logiciel à Knoxville. Il était domicilié à Maryville, dans les contreforts des Smoky Mountains, là où il chassait littéralement depuis des années. Carpenter avait rejoint le North American Bigfoot Search en 2011. Il est devenu l'un des contributeurs réguliers du Sasquatch Genome Project, le projet piloté par la vétérinaire Melba Ketchum. Poils, salive, échantillons envoyés pour analyse ADN. Sur le terrain, il a inventé et popularisé une méthode devenue un standard chez les chercheurs. Une caméra orientée vers l'arrière, fixée au sac à dos, partant du principe que la créature ne s'approche jamais de face, mais suit à distance. La technique de Carpenter a produit des séquences uniques, des silhouettes massives se fondant dans les arbres au moment précis où l'objectif les captait. Carpenter a documenté sa théorie personnelle dans plusieurs ouvrages, dont The Nephilim Among Us. Pour lui, le Bigfoot ne serait pas un simple animal inconnu, mais une créature d'origine biblique. Selon certaines rumeurs de la communauté cryptozoologue aux États-Unis, certains de ces échantillons auraient fini entre les mains de laboratoires liés au FBI, dans le cadre d'un protocole d'exclusion qui serait utilisé pour les poils d'origine animale non identifiés, retrouvés sur des scènes de crime. Mais malheureusement, le 4 août 2023, Scott Carpenter décède d'un anévrisme cérébral. Il avait 59 ans et n'aurait, selon les informations disponibles, aucun antécédent connu. Les recherches de Carpenter, ses collaborations en cours, tout s'est arrêté net, au moment où il allait dévoiler des choses surprenantes. Ivan Sanderson était un diplômé de Cambridge, avec les honneurs en zoologie, botanique et géologie. Avant même de s'intéresser aux créatures inconnues, Sanderson avait dirigé des expéditions scientifiques pour le British Museum et la Royal Geographical Society. Il a découvert plusieurs espèces réelles, dont le porc-épic qui porte aujourd'hui son nom. Dans les années 60, il a fondé la SITU, la Society for the Investigation of the Unexplained. Son ambition, faire sortir l'étude des créatures inconnues du folklore pour l'installer dans les laboratoires. C'est lui qui a mené l'enquête la plus poussée sur l'homme de glace du Minnesota, ce corps humanoïde congelé exposé dans les foires itinérantes, avec des notes anatomiques dignes d'une autopsie. Militaire, pilote de ligne, garde forestier, Sanderson est devenu, de son vivant, le point de centralisation mondiale des rapports de terrain les plus sensibles. Sanderson est mort d'un cancer que ses proches décriront comme foudroyant à 62 ans. Quelques mois après, c'est son épouse qui décède elle aussi emportée par un cancer. Et encore une fois, selon les rumeurs de plusieurs communautés cryptozoologues, des individus non identifiés se seraient présentés chez lui dans les heures suivant le décès, pour vider intégralement son bureau et repartir avec des dizaines de cartons d'archives, de correspondances et d'échantillons biologiques. Jim Kiss. Jim Kiss était un ex-scientologue. Jim Kiss est devenu l'un des auteurs les plus prolifiques de la mouvance conspirationniste américaine durant les années 90. Son domaine était la surveillance de masse, les opérations clandestines et les infrastructures souterraines. En septembre 1999, Burning Man, désert du Nevada. Kiss allait passer un assez mauvais moment. En effet, il aurait chuté d'une scène de 3 pieds de haut et se serait fracturé la jambe. Les jours qui suivent, des complications rénales retardent l'opération de plusieurs jours. Il est donc transféré à l'hôpital Washoe de Reno, où
où il passera plusieurs appels avant d'entrer au bloc. Selon nos informations, il était lucide, inquiet et persuadé d'être surveillé depuis des semaines à cause de ses recherches sur la guerre biologique. Ce soir-là, selon plusieurs témoignages rapportés par ses proches, il aurait confié craindre que tout était fait pour qu'il ne revienne pas de cet hôpital. Pendant l'opération, un caillot s'est détaché et a migré vers les poumons, embolie pulmonaire. Jim Keith est décédé le 7 septembre 1999, à 49 ans. Le rapport du coroner a mentionné étrangement un traumatisme contondant, une formulation qui, encore aujourd'hui, alimente les hypothèses les plus sombres dans la communauté cryptozoologue. C'est la première fois, mais pas la dernière, qu'un homme de ce dossier semble avoir pressenti sa propre mort, vous allez voir. John Keel était un reporter de guerre, membre de l'American Newspaper Guild. Keel a couvert le monde entier avant de poser ses valises à Point Pleasant, en Virginie occidentale, en 1966. Arrivé en ville, il a commencé à appliquer des méthodes d'investigation criminelle sur des sujets mystérieux. Des centaines de témoins avaient été interrogés sur des anomalies électromagnétiques de certaines zones qui seront cartographiées, notamment autour d'une ancienne usine de munitions de la Seconde Guerre mondiale. Les symptômes des témoins ont été consignés un par un. Dilatation des pupilles, perte de mémoire immédiate, visites répétées d'hommes vêtus de noir. De ce travail méthodique est né son ouvrage de référence sur le Mossman. La conclusion de Keel a fini par dépasser le cadre de la cryptozoologie. Pour lui, ces phénomènes n'étaient pas des animaux à cataloguer, mais des forces manipulatrices qu'il a baptisées ultraterrestres. Il perdra la vie en 2009, à 79 ans de cause cardiaque. Mais durant les dernières années de sa vie, il avait eu un comportement très étrange. Il avait cessé d'enquêter et il s'était mis à écrire à la place des lettres d'avertissement aux jeunes chercheurs passionnés, les suppliant d'arrêter, affirmant avoir documenté trop de cas de mort brutale, de dépression et d'accidents inexpliqués. Phil Schneider. Il aurait passé plus de 17 ans dans des projets à budget noir. Géologue autodidacte, ingénieur en structure, expert en explosifs, il avait obtenu une habilitation de sécurité élevée. Sa spécialité, la conception de cavités souterraines pour les bases militaires profondes. Un travail qu'il aurait mené sur 13 sites différents. En 1995, il a rompu son accord de confidentialité et est monté sur scène pour la première fois. Il a montré des morceaux de métal aux propriétés qu'il affirmait inexpliquées. Et il racontait, en 1979, au Nouveau-Mexique, un forage de reconnaissance aurait ouvert sur une caverne habitée par des entités humanoïdes. Une confrontation armée aurait éclaté, faisant selon lui des dizaines de morts côté militaire. Schneider affirmait y avoir perdu plusieurs doigts et une partie de la poitrine, brûlés par une arme à énergie. Des blessures réelles qu'il montrait lors de chacune de ses conférences. En janvier 1996, on a retrouvé son corps dans son appartement de Wilsonville, dans l'Oregon. Un tube de cathéter enroulé 3 fois autour du cou. Le médecin légiste a conclu à un suicide. Mais lors de sa dernière conférence, il aurait pourtant lancé « Je suis traqué. Si un jour on vous annonce mon suicide, sachez que j'ai été exécuté. » Son ex-femme Cynthia Dreyer a contesté officiellement le verdict dans 2 lettres adressées aux autorités. Aucune empreinte sur le tube, alors que Schneider avait perdu plusieurs doigts et une partie de sa dextérité manuelle. Ses diapositives de conférence, ses échantillons de métal et ses notes techniques auraient disparu de son appartement. Un homme sans dextérité retrouvé étranglé avec un tube qu'il n'aurait pas pu manipuler seul. C'est un dossier assez étrange qui mérite d'avoir sa place ici. Roger Patterson. 53 secondes de film. Octobre 1967, Bluff Creek. L'image la plus discutée de toute l'histoire de la cryptozoologie.
Avant ça, Patterson avait déjà publié un livre de référence en 1966. Breveter ses propres systèmes de caméra automatique, ce n'est pas un coup de chance. C'est un homme qui cherchait exactement ce qu'il a fini par filmer. Les moulages qu'il a ramenés de Bluff Creek montraient un détail que personne à l'époque ne savait falsifier: la flexibilité du métatarse de la créature. Rejet académique quasi unanime et, 5 ans plus tard, un lymphome de Hodgkin qu'il a emporté à 38 ans. Sur son lit de mort, Patterson aurait juré une dernière fois sur la Bible que son film était authentique. Des semaines seules, en autonomie totale, dans les vallées les plus reculées de Colombie-Britannique. C'était la méthode de Todd, rendue célèbre par son documentaire Discovering Bigfoot. De cette immersion, il a ramené des images qu'il présente comme impossibles à truquer. Mouvement de sourcils, peau qui réagit à la lumière, un échantillon de poils qu'il donnait comme preuve en 2014, s'est révélé après analyse être un poil humain, un revers qu'il a assumé publiquement. 2017 puis 2018, Todd a poussé le combat jusqu'aux tribunaux. Il a poursuivi le gouvernement de Colombie-Britannique pour déréliction de devoir, réclamant la reconnaissance légale du Bigfoot comme espèce protégée, sous une classification qu'il avait lui-même inventée, Gigantohorridus hominoid. La Cour suprême a rejeté la plainte, l'a qualifiée de frivole et a condamné Todd aux frais de justice. Encore une fois, parmi les forums de communautés cryptozoologues, il aurait reçu des menaces de mort directement après le procès. Aux dernières nouvelles, il continue encore de nos jours ses expéditions et ses directs sur les réseaux, sans jamais rouvrir le chapitre des condamnations judiciaires. Max était un conférencier britannique, habitué des plus grands congrès alternatifs d'Europe. Son terrain, les témoignages de transfuges du renseignement, les manipulations génétiques, l'infiltration présumée de structures politiques. Juillet 2016, Varsovie, quelques jours avant sa mort. Max avait envoyé un SMS à ses proches, notamment Vanessa Bates. « Ton garçon est en danger. Si quelque chose m'arrive, je te demande d'enquêter. » Le 16 juillet, en effet, il est retrouvé mort chez une connaissance après avoir vomi un liquide noir et épais. Un détail rapporté dès les premières heures par la BBC. L'enquête britannique conclut en 2019, après un inquest particulièrement mouvementé, a retenu une overdose d'anxiolytiques combinée à une pneumonie. Le coroner a qualifié au passage le travail des services de police d'incompétent. Ses proches, quant à eux, ont évoqué une possible rechute liée à une addiction antérieure aux opiacés, sans jamais exclure totalement que leur fils ait pu être manipulé par un entourage. Et encore une fois, selon les rumeurs de plusieurs communautés, ses ordinateurs et téléphones auraient été saisis avant que les enquêteurs n'aient pu en examiner le contenu. Un message d'adieu à nouveau, des appareils qui disparaissent vraisemblablement. Un pattern à ce stade qui semble ne pas être une coïncidence. Bart Schleyer était un biologiste de la faune sauvage, un trappeur, taxidermiste et un artiste. Il avait passé sa carrière à radiocoloré des grizzlies pour le compte d'organismes d'État, dans le Wyoming puis en Alaska, avant de partir en Russie étudier les tigres de Sibérie. Il chassait à l'arc traditionnel, fabriquait lui-même ses flèches. S'il existait un homme sur Terre capable d'anticiper le comportement d'un super-prédateur, c'était lui. Septembre 2004, un hydravion le dépose au Yukon pour 2 semaines de chasse et d'observation. Mais il ne se présentera jamais au point de récupération. La Gendarmerie royale du Canada lancera des recherches. Ils retrouveront le campement intact, provisions et matériel de survie en place, comme si Schleyer venait tout juste de les quitter. Plus loin, son pantalon sera retrouvé retourné, comme arraché selon le rapport d'enquête. Et sa cagoule de camouflage portait une trace de sang, la seule trouvée sur les lieux. Aucun signe de lutte et aucune scène de prédation habituelle qu'un ours ou un loup aurait laissé. Seuls quelques fragments d'os furent retrouvés des semaines plus tard.
La version qui s'est imposée, y compris chez plusieurs de ses proches, reste celle d'une attaque de grizzly surprise. Mais dans la communauté 411, popularisée par les livres de David Pollitt, le cache-layer revient sans cesse. Comment un expert de ce niveau, capable de repérer un super prédateur à des centaines de mètres, aurait-il pu être surpris et perdre la vie sans laisser la moindre trace de combat? 9 personnes, 9 disciplines différentes, informatique, zoologie, journalisme, ingénierie, biologie de terrain. Absolument rien qui ne les relie sur le papier. Et pourtant, à chaque fois, un schéma qui semble se répéter. Une mort qui arrive au moment où leur recherche avance considérablement, juste avant une publication, un procès ou une conférence. Des documents qui semblent s'évaporer le jour même et souvent une phrase prononcée quelques heures plus tôt comme s'ils savaient. Coïncidence statistique dans un milieu où l'on prend des risques physiques réels sur des terrains isolés ou schéma qui dépasse le hasard. Je ne trancherai pas à votre place, mais si vous avez vos propres avis sur ces disparitions et morts mystérieuses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est peut-être là que l'enquête continuera. Chers enquêtrices et enquêteurs cryptides, à très vite.